colloque annuel organisé par l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, en lien avec un certain nombre d'opérateurs et d'acteurs francophones à Dakar il y a quelques jours, et qui était consacré à la ville durable, le rôle de l'université dans la ville durable. Ce colloque a donc permis de réunir un certain nombre d'acteurs, je le disais, les universitaires, les élus locaux, à travers l'Association internationale des maires francophones que je représente ici, mais également des opérateurs du développement urbain, des opérateurs des mobilités, tout ce type d'acteurs, pour engager une réflexion en francophonie sur cette problématique plus qu'actuelle, qui est celle du développement des territoires, du développement des villes. Nous avons la chance en francophonie d'avoir des réseaux extrêmement riches et actifs qui permettent justement de croiser ces regards. C'est le cas de l'Agence universitaire de la francophonie qui rassemble 950 établissements d'enseignement supérieur, et de l'Association internationale des maires francophones, que je vais me permettre d'introduire rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. L'Association internationale des maires francophones, elle fête cette année ses 40 ans. Elle a été créée donc en 1979 à l'initiative de Jacques Chirac et du maire de Québec de l'époque. Et depuis ces 40 ans, c'est un forum de réflexion entre les maires des capitales et des métropoles de tout l'espace francophone qui font face à des défis qui sont communs, qui s'interrogent sur la gouvernance des territoires et les réponses qu'ils peuvent apporter aux enjeux auxquels ils font face. Donc on est à la fois ce forum d'échange, de plaidoyer, de rencontres entre différents regards, ces maires venus des quatre coins du monde, des universitaires, le secteur privé, la société civile, les femmes, les jeunes. Et puis nous sommes aussi un opérateur de terrain, puisque nous accompagnons très concrètement les municipalités pour mettre en place des projets de développement local qu'elle porte. Elle vient de nous voir avec ces projets qui vont permettre de rendre des services directement aux populations, que ce soit dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, du patrimoine, de l'entrepreneuriat, ou encore pour la mise en lien, la mise en réseau des maires à l'échelle sous-régionale, et faire en sorte que se développe une diplomatie des villes qui contribue à résoudre les grands problèmes de ce monde. Donc au cours de ces quelques jours à Dakar, nous avons nourri cette réflexion entre élus locaux, entre universitaires, entre experts, opérateurs, autour de la question de la ville durable. Je vais rapidement rappeler le contexte actuel de l'urbanisation que vous connaissez bien sûr. 70% de la population sera urbaine en 2050, avec une croissance urbaine qui se fait pour l'essentiel dans les villes du Sud, en Afrique, en Asie. Le représentant de la ville de Ouagadougou, qui était présent à Dakar à nos côtés, nous disait que Ouagadougou prenait chaque année 200 000 habitants par an. Imaginez ce que ça peut donner. Cette urbanisation se fait bien sûr dans le contexte de crises et de défis qui sont majeurs, auxquels les autorités locales doivent répondre, que l'on pense au changement climatique, au développement économique qui doit pouvoir permettre à ces populations nouvelles de simplement se développer, avoir les moyens de vivre, l'accès aux services essentiels pour ces populations nouvellement arrivées à un rythme effréné, la cohésion sociale et le vivre ensemble qui doit se créer dans ces villes, le numérique, le data. Alors, quel peut être le rôle des universités pour accompagner le développement des territoires aux côtés notamment des dirigeants, des élus locaux? Le colloque de Dakar nous a permis de dégager deux clés de lecture principales. Tout d'abord, l'importance de cette expertise universitaire qui doit produire des analyses sur le développement urbain, analyses devant éclairer le choix des décideurs et au premier rang desquels les élus locaux. Et ça soulève bien sûr la question de l'articulation entre les universités, les autorités locales, les autres acteurs de la ville, les étudiants, pour que ces expertises soient produites à bon escient, qu'elles soient connues et qu'elles soient utilisées. Autre clé de lecture, c'est la place de l'université dans la ville, puisque c'est un véritable pôle urbain, une ville dans la ville, et c'est aussi un élément essentiel de l'attractivité et du marketing territorial. Donc pour accompagner cette réflexion et rendre compte de ces travaux, nous avons ici trois intervenants qui étaient présents à Dakar, qui vont chacun apporter un éclairage particulier et différent sur cette thématique. Tout d'abord, M. Jérôme Chenal, qui est directeur du Centre Excellence in Africa à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et qui introduira le sujet de manière générale en mettant en avant les enjeux liés au développement urbain
en francophonie. Monsieur Oumar Niang, qui est coordonnateur de l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel, l'ISEP de Dakar, à Diamniadio, qui, lui, pourra aborder les questions d'innovation et comment mettre l'innovation au service de la ville durable. Et ensuite, monsieur Christian Philippe, de la CODATU, qui est spécialiste du transport urbain et qui abordera les enjeux liés à la mobilité. Et puis, nous avons avec nous aussi deux étudiants. Alors, un seul est visiblement arrivé pour l'instant, qui est monsieur Danis Gioguet, élève ingénieur des travaux statistiques à l'ENSAED Dakar, qui lui viendra interroger les présentations qui ont été faites auparavant et nous donnera aussi son point de vue sur la prise en compte de l'université dans l'aménagement urbain. Et puis donc si elle arrive, Madame Oudia Oujden, étudiante-chercheuse de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. Voilà, donc tout ça va nous occuper pendant un petit moment. Nous avons fait en sorte de laisser un temps pour l'échange avec la salle. Donc je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Jérôme Chenal. Merci beaucoup. Alors, pour partir dans le vif du sujet, alors on va s'interroger effectivement sur le rôle de l'université dans les territoires, en tout cas dans la formulation des territoires durables. En fin d'intervention, je vous interrogerai, enfin on s'interrogera également sur le rôle des territoires dans le développement de l'université, parce qu'on verra que ça va dans les deux sens et sans doute que c'est pas dans le sens dans lequel on croit que la direction est la plus forte. C'est effectivement, comme on le verra, donc je vais vous dévoiler la fin, comme on le verra, c'est effectivement les territoires qui sont au service de l'université et pas l'inverse. En tout cas, dans les universités qui, aujourd'hui, comme on dit en français, performent le plus. Alors, bon, l'université, c'est d'abord une forme urbaine, hein, c'est d'abord un ensemble de bâtiments, et donc on peut l'inscrire ou pas dans la ville. Alors il y a une grande tradition qui est née en 1968, notamment dans tout le monde francophone, c'est de mettre les universités hors les murs. Hein, on a pris peur, on s'est dit, oula, si on continue à mettre nos étudiants et notre jeunesse en plein au milieu de la ville, là où ils peuvent faire du grabuge, on en parlait encore ce matin, donc on essaie de les mettre le plus loin possible. Bon, ce qui est un peu une bêtise, puisque c'est justement d'un côté, on veut que ce soit les forces vives, on veut que ce soit l'avenir. Dans certains pays francophones, on a une grande majorité, une écrasante majorité des gens qui ont moins de 25 ans, et puis on veut les faire partir le plus loin possible de la ville. Donc il y a un petit paradoxe, mais qui est normal, parce que plus on est vieux, plus on a peur qu'on soit dérangé par les plus jeunes, et donc on fait en sorte de leur donner un petit peu de savoir, mais le plus loin possible. Voilà, ça c'est ce qui prévaut à peu près aujourd'hui dans un grand nombre de pays francophones, surtout au sud de la Méditerranée, je dirais. La plupart des pays d'Afrique aujourd'hui font des campus à Perpète-les-Oies, comme on dit chez nous, c'est-à-dire très loin de la ville, avec toutes les questions que ça pose en termes d'infrastructures, parce qu'il faut amener de l'eau, de l'électricité, et puis ensuite il faut déplacer tous les étudiants. Alors heureusement, comme dans ces mêmes contextes, l'université qui est mise hors les murs se fait très très rapidement rattraper par la ville, c'est plutôt bien parce qu'on la retrouve quelques années après au centre-ville où elle aurait dû être directement et qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Donc il y a un véritable questionnement là sur la place, la localisation physique de l'université et avec, de mon point de vue, un militantisme qu'on doit avoir pour dire c'est au centre de la cité qu'on doit mettre les universités, sans vouloir faire de jeux de mots un peu bon marché, mais c'est effectivement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller hors les murs et de recréer une cité ailleurs, une cité qui serait sous contrôle, alors qu'on a des possibilités qui sont dans les centres urbains. Alors bien sûr, ça pose plein de soucis, parce que quand vous allez dans un centre-ville d'une ville européenne créer un grand auditoire de 500 ou 1000 places, c'est pas si facile que ça. Il y a du foncier qu'il faut acquérir, il y a des choses comme ça. Mais on peut aussi innover un petit peu, on n'est pas toujours obligé d'avoir des bâtiments qui sont entre guillemets des bâtiments universitaires. On peut reprendre des appartements qui deviennent des bureaux
qui deviennent des petites salles de conférence, des petites salles de conférence qui deviennent des grandes salles de conférence. En termes économiques, on a l'impression que sur le très court terme, ça coûte plus cher, puisque le foncier au centre-ville est extrêmement cher et l'immobilier aussi. Sur le long terme, si je prends tous les déplacements qu'on doit faire, tout ce qu'on va déplacer, notamment comme étudiant au quotidien, je ne suis pas sûr que ce soit très rentable de mettre les universités hors les murs. Bon, donc ça dépend qui paye, et si on fait le calcul sur le long terme ou le très court terme, sur le long terme, globalement, ça coûte moins cher de rester au centre-ville. Ça, c'est la première chose. Maintenant, l'université, elle peut, au-delà de la forme urbaine ou architecturale, c'est le deuxième point, l'université, elle est sans doute un fournisseur de capacités. Donc, on va former des gens. Alors, pour la ville, on est obligé, pour la ville durable et les territoires de demain, à former des gens. Alors, reste à savoir quel type de profil on forme et quel type de besoins les territoires ont. Alors bien sûr, l'université ne peut former que ce qu'elle sait former, et donc les villes ont besoin aussi de gens qui s'occupent des parcs et jardins, qui s'occupent de la gestion des déchets, qui s'occupent d'un certain nombre de choses qui ne sont pas formées à l'université. Donc l'université répond aux besoins des territoires, mais il répond que très partiellement. Ça, c'est très clair. Mais on verra aussi qu'elle y répond très partiellement et de moins en moins, puisqu'on s'éloigne souvent des branches et de la gestion urbaine. Donc on a la plupart des universités, des grandes écoles d'ingénieurs sont très loin des problématiques urbaines. La problématique urbaine, tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle est importante et que c'est le cadre de vie d'une personne sur deux dans le monde et que ça explose à peu près partout. Sauf que personne ne veut assumer et designer des profils de compétences en fonction des besoins qu'on aurait. Voilà. Donc on a parlé très rapidement tout à l'heure, ma collègue vous a parlé de numérique, effectivement. Il y a une révolution qui s'installe gentiment, ou une évolution, ça dépend si on est dans quel camp on se trouve. Mais disons, alors on parlera d'évolution numérique et on est très peu armé par rapport à ces évolutions, puisqu'on va se retrouver finalement dans des complexités et aux mains de gens qui ne sont pas formés sur les questions urbaines, mais qui ont été formés dans d'autres systèmes de référence. Voilà. Donc, est-ce qu'on va laisser la gestion de nos territoires aux informaticiens demain, ou alors est-ce qu'on va à un moment donné réfléchir à qu'est-ce qu'un gestionnaire de territoire et de quelles compétences il a besoin, et on lui apprendra à faire du code s'il faut qu'il sache faire du code, mais il semble important qu'on arrive à garder cette compétence et cette compréhension des mécanismes de la complexité urbaine plutôt que d'aller directement se jeter dans la gueule du loup en disant bah, maintenant bon, c'est trop complexe, on va laisser aux seuls informaticiens ou data scientists le soin de gérer nos territoires. Donc là, il y a vraiment, je dirais, deux écoles qui commencent à s'affronter, et on est sans doute dans les programmes des universités, des écoles, on est très très loin d'imaginer les métiers de la ville et des territoires de demain. Pourtant, c'est quand même dans les universités sans doute et dans les écoles professionnelles, on le verra tout à l'heure, que ça va se dérouler. Bon. Troisième point, c'est que l'université elle-même pourrait ou devrait être le lieu, une sorte de lieu d'expérimentation à grande échelle, puisqu'on forme des gens sur le territoire, on est localisé sur un territoire, donc les innovations urbaines, les futures applications pour vos smartphones qui gèrent la mobilité, ce genre de choses, pourraient directement émaner des universités. Alors dans un cadre théorique, on comprend très bien comment tout ce savoir pourrait se mettre en place. Dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque le lien finalement entre l'université et l'industrie, dans la plupart des pays, il est encore très sommaire. Alors moi, je viens de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. On a deux écoles polytechniques, donc c'est le schéma plutôt nord-américain que français pour les écoles. Donc on fait de la recherche et de l'enseignement au même endroit. Et puis, nos deux écoles polytechniques naissent d'un besoin de l'industrie. Il fallait former des ingénieurs, point. Donc il n'y a pas cette idée de reproduction d'une élite ou dans l'université chez nous, on est totalement détaché des milieux économiques et des milieux industriels.
Là, on répond directement. Et donc, on voit que cette capacité-là, dont on aurait besoin pour l'avenir des territoires, ce lien, on est en train de mettre des programmes de start-up, de ceci, de cela, pour recréer ce lien qui existe à peu près pas, souvent pas dans la plupart des universités. Moi, je me souviens, ça fait quelques années maintenant que j'ai fait mes études, mais nous, on avait ce qu'on appelait le forum à l'EPFL. Donc, c'est les grandes boîtes qui venaient chercher nos meilleurs étudiants et venaient proposer. Et ils avaient fait ça à l'université à Genève, qui est à 60 km. Et ça avait fait un tollé parce qu'il y a des boîtes privées qui arrivaient dans les murs de l'université. Donc c'est des cultures différentes. Je ne mets pas de jugement de valeur, simplement qu'aujourd'hui, pour les territoires dont on a besoin et sans doute pour mettre en place la ville durable, on a de plus en plus besoin de ce lien entre université et boîtes privées, et ça veut dire que l'université devrait devenir un lieu de prototypage, un lieu de living lab, un lieu où on essaie d'inventer au quotidien la ville de demain. Et puis, dernier point, je l'ai donné tout au début et je m'arrête là après, on pourrait faire on pourrait réfléchir à l'envers et se dire, dans les grandes universités qui aujourd'hui sont dans les meilleures universités au monde, qu'est-ce que le territoire tout autour a fait pour l'université? Et j'étais vendredi à Paris pour discuter de ça avec une université marocaine qui est en train de s'implanter. Et c'est exactement la question. De quel territoire a besoin une université pour briller dans les rankings des universités? Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait imaginer que les indicateurs sont le nombre de publications, de ceci, de cela, et ne sont pas du tout des indicateurs urbains, mais sont des indicateurs qui sont propres à l'université. Et quand on réfléchit comme ça, on voit que dans les meilleures universités au monde, il y a toujours une ville derrière, il y a toujours un certain système urbain qui est en place. Alors des fois, c'est très petit, comme à Lausanne. Lausanne et Genève, c'est une très petite région. Des fois, c'est un peu plus grand, comme à Londres avec University College London, à New York avec Columbia ou New York University. Mais on a à chaque fois un territoire urbain. Et pourquoi? Parce que simplement que les étudiants habitent quelque part, les professeurs, pour les attirer, il faut qu'ils puissent habiter quelque part. Et plus vous avez des possibilités pour les professeurs, plus vous aurez des professeurs qui viendront de l'autre bout du monde juste parce qu'on les paye grassement et qu'en plus il y a un lac à disposition pour faire du bateau l'été. Je caricature un peu, mais il n'empêche que chacun doit faire des choix et ce n'est pas évident d'attirer des professeurs d'université dans des universités, des professeurs prestigieux dans des universités où il n'y a pas tout ce territoire autour. Et puis ensuite, vous pouvez décliner tous les besoins de l'université et vous verrez que si vous n'avez pas de centre de conférence, si vous n'avez pas ceci, cela, de système de transport efficace, si vous n'avez pas d'aéroport international tout près où les gens peuvent arriver, eh bien, votre université ne pourra pas se développer. Donc, on pourrait faire un renversement, c'est-à-dire, finalement, la question n'est pas de savoir ce que l'université va amener au territoire, mais ce que le territoire peut amener à l'université. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant donc la parole à Monsieur Oumar Niang, coordinateur de l'ISEP de Dakar. Je suis le directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. Par ailleurs, aussi coordonnateur du campus franco-sénégalais, dont vous avez certainement entendu parler, qui est un grand incubateur de projets de coopération entre établissements français et sénégalais, et qui a comme réceptacle, disons, pour le moment, les établissements sénégalais. J'ai aussi en charge quelques projets de mise en place de formation dans la mobilité numérique, que ce soit au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et que ce soit à travers certains projets comme le BRT.
j'ai comme, disons, tâche de vous parler de quelques éléments issus des interactions que nous avons eues lors du colloque de Dakar. Je ne sais pas si le son marche bien. C'est bon? Voilà. Alors, je vais axer mon intervention autour des problématiques d'innovation, mais en usant de la transition que m'a offerte Jérôme. Alors, l'ISEP de Diamniadio, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio, va être le premier établissement d'enseignement supérieur qui va donner vie au nouveau pôle urbain de Diamniadio, qui n'est pas loin de l'aéroport, du deuxième aéroport du Sénégal, l'aéroport Blaise Diagne. C'est un pôle urbain qui est desservi par l'autoroute à péage. Disons, c'est le seul accès pour arriver au pôle urbain, avec des problématiques de dessert. Je vais accueillir dans 2 mois au moins 400 nouveaux bacheliers qui vont passer toute la journée dans cette nouvelle ville parce que tout simplement, il y avait quelques défauts de planification urbaine. Certains services ne sont pas encore disponibles, dont en fait le service de mobilité urbaine intra-pôle urbain. Certains services, comme les services de restauration aussi, ne sont pas encore disponibles. C'est tout simplement pour vous dire que quelquefois, quand on ne conjugue pas du tout en planification même de nouvelles cartes, de l'élargissement des cartes universitaires, on ne planifie pas avec les autres acteurs et que certains services qui ne dépendent pas du tout en fait du ministère de tutelle, par exemple le transport et la mobilité, ce n'est pas en fait du ressort du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Assez souvent, au moment opérationnel, on peut se retrouver avec de fortes difficultés à prendre en charge. L'Institut supérieur d'enseignement professionnel va former entièrement en alternance, institut entreprise, et l'objectif c'est à terme de former entre 2500 et 3000 apprenants par an dans les métiers de l'automobile, donc aussi quelques métiers liés à la mobilité et les TIC. Pour ceux qui savent ce que c'est que l'alternance en termes d'exigence, vous voyez tout de suite qu'on a 2 grandes fortes contraintes. La contrainte de massification, formation massive, et la contrainte de formation entièrement en alternance, institut, entreprise, qui suppose l'existence de réceptacles pour ces apprenants. Et ces réceptacles, c'est le milieu socio-professionnel. Ces réceptacles, c'est aussi, quoi qu'on dise aussi, tout ce qui tourne autour du développement économique des villes et des territoires. Quand nous planifions ce projet d'implantation de cet institut, le pôle urbain, en réalité, n'était que tracé, presque que tracé. Et vous conviendrez avec moi que là se pose toute l'essence en fait, de la problématique de la place des établissements d'enseignement supérieur dans les territoires, mais aussi ce que les territoires devraient offrir à ces établissements d'enseignement supérieur, surtout dans un contexte d'alternance où nous avons besoin actuellement d'envoyer nos apprenants hors en fait, du pôle urbain pour qu'ils puissent faire leur apprentissage, avec toutes les problématiques liées à la mobilité, au coût en fait, de l'apprentissage. Et quand nous le faisions, nous nous disions que la faiblesse qui est du tissu industriel sénégalais, couplée avec la contrainte de formation massive en alternance, nous posait le problème de la prise en charge de l'alternance. Il fallait avoir la main sur l'organisation de l'alternance. C'est en ce moment que nous avions conceptualisé des écosystèmes, c'est-à-dire au moment de concevoir même les avant-projets sommaires architecturaux pour construire l'infrastructure, les infrastructures et dimensionner les équipements pédagogiques, nous étions en train de co-construire avec le secteur privé les écosystèmes économiques, c'est-à-dire les usines-écoles. Nous disposions effectivement de quelques assiettes foncières au niveau du pôle urbain pour que, autour du fonds 6, du fonds national de l'investissement souverain et quelques entreprises privées qui lèvent des fonds pour pouvoir faire
disons, disposer de ces usines-écoles ou réceptacles nous permettant d'avoir la maîtrise sur la formation en alternance. Alors, là, ça pose encore une autre problématique qui renvoie à l'articulation entre les besoins des territoires, du milieu socio-professionnel et les projets pédagogiques, les projets académiques. Nous avons réellement, effectivement, co-construit un projet académique qui est couplé à un modèle économique. Cela a fait l'objet, effectivement, d'une intervention lors du colloque de Dakar, et je m'en vais vous parler, à partir de ce contexte-là, du positionnement des établissements dans l'écosystème de l'innovation. En prenant comme prétexte, disons, l'ISEP de Diamniadio et le contexte que je viens de vous décrire. Et par rapport à ce contexte que je viens de vous décrire, comme l'Institut devrait être implanté dans la nouvelle ville de Diamniadio, dans le nouveau pôle urbain, nous avions tout de suite pensé que cet institut devrait avoir un cachet qui fasse la promotion de la ville durable. La promotion d'une ville beaucoup plus équitable. Et cela passe par au moins un certain cachet, un certain label que nous devrions revêtir aux établissements d'enseignement supérieur et qui passerait par la prise en charge dans les cursus de formation de tout ce qui tourne autour des problématiques de ville. C'est ainsi que dans notre institut, nous avons prévu de mettre en place un laboratoire de ville. Et cela a été aussi renforcé par d'autres expériences qui ont fait l'objet de discussions lors du colloque de Dakar. C'est le cas de Sao Paulo, où justement l'université a eu à développer des plans de circulation qui ont facilité la vie aux populations. Il a été aussi discuté de la nécessité de mettre des plateformes multi-acteurs et de faire sortir l'université et les établissements d'enseignement supérieur de leur coquille. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis l'élaboration des curricula jusqu'à leur évaluation, il fallait co-construire avec le milieu socio-professionnel, avec les territoires, les villes, pour être sûr que les compétences qui vont être délivrées sont parfaitement en phase avec les besoins des milieux socio-professionnels. Il était aussi question de changer de modalité d'apprentissage, de pouvoir mettre les projets, surtout les projets d'utilité, au centre des enseignements-apprentissages, de pouvoir enfin délivrer un objet, un produit, des services académiques qui puissent coller avec la réalité des territoires. Nous avions aussi discuté de certaines expériences autour de certaines grandes villes, comme en Haïti, certaines expériences de mise en place de cités du savoir, de cités de l'innovation, comme à Diamniadio, où justement nous avons, sur 14 hectares et plus, la construction par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de beaucoup de pôles qui mettent en synergie aussi bien des institutions de recherche, des établissements d'enseignement supérieur, des espaces de promotion de l'innovation, des espaces de services, mais aussi qui mettent la gouvernance du système d'enseignement supérieur au centre des préoccupations. Et dans cette cité du savoir, nous allons accueillir d'ailleurs le grand supercalculateur qui donnerait une capacité de calcul et d'analyse aux différents établissements, pas seulement, mais aussi aux entreprises, aux startups. C'est dans cet espace-là aussi qui héberge l'ISEP de Diamniadio, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio, que nous allons accueillir un grand centre de mutualisation et de partage, et qui va héberger aussi le nœud central de l'interconnexion des établissements d'enseignement supérieur.
Cet exemple-là a été aussi corroboré et renforcé par d'autres expériences de Cité du Savoir, comme au Bénin, où justement nous avons aussi la Cité internationale de l'innovation et des savoirs qui répliquent exactement les mêmes expériences de mise en œuvre d'activités d'innovation, mais au service des territoires et des populations. Alors, là, on est en train de faire une certaine rétroconception, en fait, des préoccupations de la mise en place d'une ville. La rétroconception vient du fait que, parce que les intrants que devraient fournir les territoires, la nouvelle ville, n'étaient pas en place, nous sommes obligés, parce que les établissements d'enseignement supérieur, comme l'a dit tout à l'heure Jérôme, sont au niveau du pôle urbain, se retrouvent dans des espaces qui sont complètement hors de la ville existante. Le pôle urbain, c'est, disons, un aménagement qui vient simplement d'être dessiné. Il fallait que, cette fois-ci, les établissements d'enseignement supérieur essaient de provoquer les autres acteurs pour justement que les services que ces acteurs-là doivent délivrer aux établissements puissent être déroulés. C'est pour cela que, juste même avant de venir, donc nous étions obligés de chercher à réunir le conseil départemental dont dépend le pôle urbain, donc de Rufisque, autour du préfet, des maires de ville, autour de l'association des transporteurs, autour de la société de transport de la région de Dakar Demdik, autour du CETUD, donc qui est régulateur en fait de la mobilité au sein de Dakar et même maintenant partout au Sénégal parce que son périmètre a été élargi, pour justement réfléchir sur les services que cette fois-ci la ville est obligée de mettre à la disposition de l'établissement qui va accueillir près de 500 apprenants qui vont passer la journée dans cette nouvelle ville sans disponibilité de ces services urbains. Alors, ce qui m'amène à passer à quelques extraits des recommandations issues du colloque de Dakar, qui a été, disons, sanctionné par une déclaration. Et cette déclaration-là replace, en fait, fait la promotion de certains points forts des discussions. J'en extrais simplement 3. Le premier, c'est d'amener les universités à devenir des lieux exemplaires à l'échelle des terroirs pour impulser l'adoption de pratiques innovantes et favoriser le développement durable. Le deuxième point, c'est le fait de faciliter les financements de projets de recherche innovants, donc avec des co-directions de thèses, le développement d'incubateurs, sous la houlette d'équipes pluridisciplinaires internationales, en usant fortement en fait, des réseaux comme le réseau AUF et d'autres réseaux. C'est aussi de créer des partenariats avec les collectivités locales, de favoriser dans la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur la participation effective des collectivités locales, de mettre la recherche scientifique et l'innovation donc au service des populations pour leur faciliter la vie. Et aussi de favoriser un lien fort entre les établissements d'enseignement supérieur et les populations, sinon et la société, par la diffusion des résultats de recherche et d'innovation scientifique et technologique. Durant ce colloque, nous avions eu à discuter, c'est vrai, de ce qui nous permettrait de pouvoir positionner les établissements dans des activités à même de leur permettre de participer à l'atteinte des objectifs du développement durable.
Et puis on s'était posé la question de savoir ce que nous pourrions faire comme, disons, action phare qui allait presque mettre une contrainte aux établissements d'enseignement supérieur pour favoriser le développement durable. C'est ainsi qu'on avait discuté de la possibilité de pousser à la conception, vers la conception d'indicateurs d'assurance qualité, aussi bien au niveau de la formation qu'au niveau en fait des établissements d'enseignement supérieur, je veux dire l'assurance qualité aussi bien au niveau établissement, accréditation institutionnelle, et au niveau de l'accréditation de programme, pour démontrer de la capacité des établissements d'enseignement supérieur, aussi bien dans la conception de leur programme que dans leur mise en œuvre et leur évaluation, à faire la promotion du développement durable. Je vais terminer par dire que lors du colloque de Dakar, nous avions, à partir de discussions très enrichies, exploré la possibilité d'installer une sorte de label de promotion de la ville durable au niveau des établissements d'enseignement supérieur, mais aussi au niveau des structures de recherche et d'innovation. Je vais terminer aussi par remercier l'AUF pour l'opportunité de discuter de toutes ces questions-là en restant à votre disposition pour les interactions parce que ayant vécu une histoire très récente de mise en place d'instituts d'enseignement, d'instituts professionnels dans un contexte de mise en place d'un nouveau pôle urbain, manquant en fait de certains services de ville, j'ai quand même à vous dire sur ces différentes questions disons, autour de l'interaction entre les établissements d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation et la promotion de la ville durable. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. La parole maintenant à Monsieur Christian Philippe, qui représente donc la CODATU et qui va approfondir les problématiques de la mobilité urbaine. Bonjour. Oui, pour ma part, donc, je focaliserai mon intervention sur université et territoire sous l'angle de la mobilité. Parce que, vous le savez tous, la mobilité, c'est un des défis essentiels pour toutes les grandes agglomérations aujourd'hui, tant des pays développés que des pays en voie de développement. Un défi essentiel parce qu'il y a là une exigence climatique, les voitures, les encombrements, ça pollue beaucoup. Une exigence économique, le coût du temps passé dans les déplacements, le coût des accidents, par exemple, une exigence aussi, bien entendu, de qualité de vie. Et les universités, qui représentent dans ces grandes agglomérations plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, le plus souvent, ont des exigences et nécessairement un rôle à jouer. On l'a déjà dit, beaucoup de grandes agglomérations, pour les raisons entre guillemets politiques, pour des raisons aussi financières, parce que le foncier coûtait moins cher, beaucoup de grandes agglomérations ont donc installé leurs universités hors les murs, même si, on l'a dit aussi, la ville rattrape bien souvent cette implantation universitaire excentrée. Il n'en reste pas moins qu'il faut aller vers l'université et qu'il faut pouvoir y revenir, sauf à vivre en vase clos. Alors il y a des endroits où, grosso modo, cela a été bien organisé.
pas toujours au départ, quelquefois avec du retard, mais où ça fonctionne. Il y en a d'autres, et pour des raisons que l'on comprendra, en particulier dans les pays en voie de développement, où cela fonctionne moins bien. Tout simplement, d'abord parce que, d'une manière générale, dans les grandes agglomérations de certains pays en voie de développement, il n'y a pas un système de mobilité organisé. Et donc, l'université est isolée. Et je pourrais citer bien des cas où l'université est obligée d'organiser elle-même la mobilité de ses étudiants, avec des bus affrétés spécialement pour amener les étudiants le matin et pour les ramener en ville, si je peux parler ainsi, en fin de journée. L'université, ceci dit, a aussi des responsabilités à prendre en termes de mobilité, parce que je crois qu'elle peut et doit aider à prendre conscience de ce défi, davantage qu'elle ne le fait, même si il y a des universités qui ont des formations, je vais y revenir, et une recherche importante en la matière. Mais il faut déjà, en effet, développer des formations en termes de mobilité, pas nécessairement uniquement des formations spécialisées exclusivement sur la mobilité, mais dans des domaines très différents, aussi bien pour des ingénieurs que pour des urbanismes, des sociologues ou des juristes ou des économistes, inclure dans les programmes de formation la question de la mobilité aujourd'hui, et puis des recherches, parce que c'est la vocation de l'université que d'apporter des solutions, de proposer des solutions, d'expérimenter des solutions auprès des autorités responsables dans nos territoires. Alors vous me direz, qu'est-ce que la Codatu, qui est une association, vient faire? Nous ne sommes pas un établissement de formation. La Codatu, si vous le permettez, quelques mots sur cette association dont je suis aujourd'hui le secrétaire général. C'est une association qui a pour objectif principal de promouvoir les questions de mobilité urbaine dans les pays en développement. Et l'originalité, je crois, de l'association, qui a son siège ici à Lyon, dans les locaux du Citral, l'originalité, disais-je, de cette association, c'est qu'elle réunit tous les acteurs, toutes les catégories d'acteurs de la mobilité, c'est-à-dire des collectivités. Bon, je parlais du Citral, par exemple, à Lyon, le Citral, qui regroupe nos collectivités locales dans leurs compétences en matière de mobilité, métropole, région, conseil départemental. La Codatu regroupe aussi les acteurs privés, les entreprises, tous les opérateurs, depuis la SNCF par exemple, la RATP, Transdev, Keolis, etc. Les constructeurs, comme par exemple Alstom, Iveco, Scania, ou j'en passe, et puis les bureaux d'études, qui sont très nombreux en la matière. Et pour simplifier, troisième catégorie de membres de notre association, des universités, enfin des laboratoires qui travaillent sur ces questions de mobilité ou des experts à titre individuel. Donc nous avons, je vais être très, très rapide, la slide qui vous est projetée rappelle quelques-unes de nos activités. Nous faisons beaucoup de coopération technique auprès des villes qui nous sollicitent, le plus souvent
d'ailleurs grâce au concours de l'Agence française de développement ou de l'Union européenne. Et puis, nous avons pensé depuis quelques années que, bon, c'est bien beau de faire de la coopération, mais que dans la pratique, il fallait qu'il y ait des cadres pour gérer ces questions de mobilité. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative, je le disais, nous ne sommes pas un organisme de formation, nous avons pris l'initiative de créer des masters en mobilité urbaine. Donc, grâce à l'université Senghor, qui a dans sa mission même, je dirais, la formation des cadres en Afrique, nous avons créé 2 masters de mobilité urbaine, l'un à Lomé. Pourquoi Lomé au Togo? Parce que Lomé est le siège de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, qui regroupe les 14 pays d'Afrique francophone subsaharienne. Donc c'est un diplôme qui est co-diplômé Senghor et Hameau, qui le sera d'ailleurs bientôt triple diplômé, si je peux parler ainsi, avec l'université de Lomé, où s'est créé un centre d'excellence sur la ville durable, et puis un master à Rabat, avec l'INO, l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme du Maroc, donc co-diplômé Senghor-INO. Ce master de Rabat, lui, étant un master en formation continue, destiné au cadre des collectivités locales et des agences urbaines marocaines. Et puis nous développons à la demande des formations continues dans différents pays ou dans des centres spécialisés que l'AFD a développés. Formation, mais aussi recherche. Et je crois que là, il y a un besoin, quand on voit le développement, Marnyang il faisait allusion, en termes d'innovation, en termes de technologie, dans le domaine des nouvelles mobilités, comme l'on dit aujourd'hui, aussi bien en ce qui concerne de nouveaux modes de déplacement qu'en ce qui concerne le numérique, au sens large du terme. Et je crois que là, ça intéresse l'université dans son ensemble et qu'elle doit aider les territoires, les autorités représentatives des territoires à trouver les bonnes solutions. Ça implique des juristes, parce qu'il y a des réglementations à mettre en place. Ça implique des économistes, parce qu'il faut, je dirais, en calculer le coût, mais aussi ce que ça peut apporter au territoire en termes de qualité supplémentaire. Ça intéresse évidemment les urbanistes qui ne doivent pas oublier la partie mobilité, etc. Les sociologues et j'en passe. Donc, suite au colloque de Dakar, organisé par l'Agence universitaire de la francophonie, dont on vous a déjà parlé, auquel l'AUF a eu la gentillesse d'associer dans sa préparation notre association CODATU, nous proposons aujourd'hui aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche francophones de créer un réseau de ces établissements qui aura cette double mission, développement des formations, développement de la recherche, à la fois dans chaque établissement, mais aussi au réseau l'implique par des actions communes. Donc nous allons, dans les mois qui viennent, constituer ce réseau. Déjà, plusieurs établissements ont fait part de l'intérêt, et comme CODATU organise tous les 2-3 ans une grande conférence internationale, la prochaine aura lieu dans un an tout juste à Dakar, parce que CODATU a été créé il y a 40 ans tout juste, enfin l'année prochaine, à Dakar, donc nous y revenons. Eh bien, nous constituerons officiellement, nous réunirons ce réseau des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Nous allons aussi, à cette occasion, créer un prix de thèse pour récompenser les meilleurs travaux
qui serait fait sur la mobilité urbaine actuellement dans ces établissements, prix de thèse que l'Agence universitaire de la francophonie a eu, je dirais, la gentillesse, et pour nous c'est extrêmement utile, de parrainer et de primer, ce qui sera important pour le ou les lauréats, évidemment, de ces prix de thèse. L'appel à candidature paraîtra prochainement sur le site de Codatu, sur le site de l'AUF, je pense aussi, et sur d'autres sites spécialisés. Mais je crois que, profondément, nos universités ont certes des exigences à valoir, et je conclurai là-dessus, auprès des territoires, auprès, encore une fois, des autorités responsables des territoires, pour que l'on prenne compte de ces villes dans la ville, comme l'on dit, hein, pour faire en sorte que les campus ne soient pas isolés, qu'il y ait cette facilité de communication. Mais dans l'autre sens aussi, je crois profondément que l'université doit prendre sa place dans l'organisation. Enfin, elle ne décide pas, mais c'est son rôle, hein. Elle peut proposer, suggérer, expérimenter, développer en matière de mobilité des solutions dont les responsables élus des territoires ont aujourd'hui besoin. J'ai été moi-même élu président du CITRAL ici à Lyon il y a quelques années, et je veux dire, on est à la recherche, hein, de solutions nouvelles. Les bureaux d'études, c'est bien, mais les universités, à mon avis, ont un rôle propre à jouer en la matière. Alors, à Lyon, permettez-moi de parler en tant que Lyonnais, hein, on est relativement bien servi parce qu'il y a au moins deux grandes institutions universitaires qui travaillent sur les questions de mobilité. D'une part, le LAET à l'université Lyon 2 et d'autre part le NTPE, hein, à Vaux-en-Velin. Il y a aussi des instituts qui ne sont pas proprement parlés universitaires, qui dépendent plus ou moins du ministère de l'Équipement, comme l'IFSTAR ou comme le CEREMA. Donc on a à Lyon cette capacité de recherche et de réflexion sur les questions de mobilité. Mais ce n'est pas partout vrai, et nous devons développer, en particulier, c'est l'objectif de notre association, dans les pays en voie de développement, ces recherches. Je constate d'ailleurs que cela se développe à Dakar. M. Niang en est l'illustration à travers ce qu'il va mettre en place dans la ville nouvelle proche de Dakar dont il vous a parlé. C'est vrai à Lomé, avec un centre d'excellence reconnu maintenant par la Banque mondiale et financé par la Banque mondiale, et c'est vrai dans bien d'autres universités qui font de la mobilité un thème de recherche essentiel. Donc voilà ce que je voulais ajouter aux deux précédentes interventions avant de nous plier, je pense, Madame la modératrice, collectivement à d'éventuelles questions. Merci beaucoup pour ce regard. Je vous propose d'écouter rapidement Monsieur, pardon, excusez-moi, j'ai perdu votre nom. Voilà, qui va se présenter pour qu'on laisse un temps au moins de 25-20 minutes pour des échanges avec la salle. Je vois qu'il y a déjà une question qui a été posée via le numéro qui doit s'afficher, je ne sais pas où, quelque part sur l'écran. En tout cas, vous pouvez poser vos questions directement via l'application Interactive Wall, et puis on aura après cet échange avec la salle. Merci pour la parole, Madame la modératrice. Moi, c'est Danis Jiogué, étudiant en 4e année à l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique, en filière des ingénieurs des travaux statistiques. Comme il nous a été présenté, on a eu à voir les conclusions du colloque qui s'est tenu du 21 au 22 octobre à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bon, nous avons apporté notre touche estudiantine à ce thème qui pour nous est d'une intérêt fort intéressante, à savoir le rôle des universités dans la promotion des villes durables,
des mobilités urbaines. Au vu du contexte actuel, pour permettre à ces universités de pouvoir jouer pleinement leur rôle, nous avons 2 recommandations qui suivent. D'abord, il faudrait repenser l'enseignement supérieur en se tournant vers les sciences durables. Comme il a été dit par M. Jérôme Chénal, il existe une réelle inadéquation entre la formation actuelle et les besoins de la société. De ce fait, les étudiants ont du mal à accéder au monde professionnel. Ainsi, faudrait-il intégrer d'une part le volet professionnel dans les sciences fondamentales et d'autre part des filières porteuses telles que l'agriculture durable et les énergies renouvelables. On constate également qu'en Afrique subsaharienne, nos besoins sont différents de ceux du reste du monde. En effet, si on prend le secteur de l'énergie, selon un rapport publié par la Banque mondiale en 2017, 44,6% de la population vivait sans électricité. Également, il faut également noter que les coûts d'électricité sont plus chers dans cette zone africaine comparé aux pays tels que l'Europe, comparé à d'autres régions telles que l'Europe ou les États-Unis. Or, cette zone se situe dans la partie intertropicale bénéficiant du soleil et beaucoup de cours d'eau. Donc, rigoureusement, on pouvait bien bénéficier de ces électricités si on avait à notre disposition des moyens et de l'expertise pour pouvoir capitaliser ces sources d'énergie. Donc, à ce niveau, on constate que l'université a un grand rôle à jouer pour combler ce manque d'expertise par le développement des programmes de recherche sur les énergies propres en partenariat avec les structures étatiques et les bailleurs de fonds. Il faudrait également, tel qu'a été souligné les conclusions du colloque de Dakar, prendre en compte les universités dans l'aménagement du territoire urbain tel qu'est fait par l'institut créé à Diamniadio. Donc, actuellement, dans la plupart des pays africains, on constate que l'emplacement des universités au sein des villes affecte la mobilité urbaine. D'une part, les étudiants qui ne sont pas logés dans ces derniers sont directement impactés par ce phénomène de mobilité, et d'autre part, les manifestations étudiantines telles que les grèves et d'autres manifestations impactent directement le trafic environnant. Ainsi, la construction des universités dans la périphérie des villes s'avère une solution incontournable. Toutefois, ces villes devront respecter des normes de durabilité, à savoir l'utilisation des énergies renouvelables pour la distribution d'électricité, également la promotion du numérique pour permettre à ces derniers de pouvoir être en temps réel interconnectés. Également, dans ces campus, on devrait favoriser un déplacement piéton. Maintenant, dans l'optique de pouvoir relier ces universités qui se situent dans les périphériques avec les villes, l'État ou alors les bailleurs de fonds devraient mettre sur pied des moyens de transport écologique pour pouvoir réduire l'empreinte environnementale. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Joguet. Bon, peut-être pour synthétiser très rapidement ce qui a été dit, on voit bien cette dialectique qui existe entre les universités et la ville, avec cette demande des universités d'être mieux intégrées dans la ville pour pouvoir aussi être attractives. Et bien sûr, ces besoins nouveaux qui sont certainement encore à repenser pour avoir des formations adaptées réellement aux villes de demain et avoir une expertise universitaire qui est aujourd'hui très riche, qui puisse être mise à disposition des autorités locales, des autorités nationales aussi, qui pensent ces villes pour demain. Je vais peut-être passer sur les questions qui ont déjà été posées à travers l'application qui nous est proposée avant d'ouvrir les questions à la salle. Alors une première qui est celle de Arona. Quel rôle pourraient jouer les acteurs universitaires pour la facilitation de la coopération décentralisée au sein de l'espace francophone? Alors, je ne sais pas si un intervenant de la table ronde peut répondre. À titre personnel, je trouve la question effectivement très intéressante et je pense qu'en tant que représentant de l'Association internationale des maires francophones, je suis tout à fait qualifiée pour pouvoir apporter des réponses là-dessus. La place des acteurs universitaires pour faciliter la coopération décentralisée, elle est bien sûr essentielle. Aujourd'hui, on voit bien que les coopérations décentralisées qui réussissent, ce sont des coopérations décentralisées qui associent l'ensemble des acteurs du territoire. Ces
c'est ce format-là qui se développe bien sûr de plus en plus. J'ai en tête l'exemple de l'accord qui a été signé la semaine dernière encore et renouvelé entre Bordeaux et Douala. Cet accord, il ne lie pas uniquement la ville, la métropole, il inclut l'ensemble des acteurs. Il inclut les universités, il inclut le secteur associatif, sportif, il inclut les ports des deux villes. Donc on voit que finalement pour réussir, il faut arriver à donner une coloration à ces coopérations décentralisées et à mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire. Voilà, donc bien sûr en se rapprochant des priorités qui sont celles des autorités locales quand elles engagent leur coopération décentralisée, en abondant leurs thématiques, les universités ont toute leur place pour pouvoir amplifier finalement et créer une dynamique qui soit vraiment partagée, appropriée par les acteurs du territoire. Voilà, je vais donner la parole à M. Chenal. Ouais, moi j'abonde dans ce sens-là aussi, au seul bémol près que les universités sont rarement tenues par les villes ou les municipalités. Moi, je viens de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, ça dépend directement de l'État central en Suisse, de la Confédération. Et donc, on a les universités qui dépendent des cantons, qui sont vos régions, vos départements, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Et donc, et on l'a vu, puisque l'AIMF a un projet et a une commission à Lausanne sur développement durable. Et donc, ça ne va pas automatiquement le fait que l'école polytechnique de Lausanne, qui dépend justement pas, puisqu'on a des commissions entre villes, et les coopérations décentralisées sont entre villes ou entre régions, et ce n'est pas si évident que ça. Donc il faut vraiment encourager les villes à se rapprocher des universités parce qu'elles ne dépendent pas forcément du même échelon décisionnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi, et là je vais militer, on a un projet à l'école polytechnique avec Codatu, on espère que ça aboutisse, mais c'est pas si évident que ça parce que souvent on nous dit mais vous êtes bien gentil, mais on va faire quoi avec vous? Parce que moi ce que je veux faire c'est de la recherche. Certaines fois dans les coopérations on est sur des projets très très appliqués, donc si je fais du bureau d'études ou si je fais des applications du projet très appliqué, moi on va me dire c'est pas dans vos prérogatives, on va regarder la loi fédérale et on va dire oula vous n'avez pas le droit de faire ça parce que ça fait concurrence aux ONG, aux bureaux d'études. Donc on doit trouver encore cette place. Alors nous, on en est convaincus de l'utilité, mais je ne suis pas sûr que les coopérations eux-mêmes et les villes soient aussi convaincus que moi de cette utilité. Et après, quand on va chez les bailleurs, c'est encore un autre échelon, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces universitaires qui aimeraient faire de la recherche, alors que moi, je veux faire une route et goudronner la moitié du centre-ville. Bien sûr, je caricature, hein, mais donc on doit vraiment, je pense, encore faire un exercice pour qu'on fasse la démonstration qu'on a une plus-value à travailler ensemble. Et ce n'est pas si évident que ça, de mon point de vue. Oui, un mot aussi sur la coopération décentralisée en termes de mobilité. Beaucoup de villes des pays en voie de développement nous demandent de leur trouver une collectivité territoriale avec laquelle nouer une coopération. Il y a une forte demande, non pas pour copier ce qui est fait. La coopération décentralisée, elle n'a pas cet objectif. Elle fait part d'une expérience. Elle peut amener à proposer des solutions, et puis il y a la spécificité de chaque territoire. Mais je crois que ce besoin d'échange est important. En termes de mobilité, je pourrais donner 2-3 exemples de coopération qui fonctionnent bien. Alors, il y a Bordeaux-Douala, que Julie Guillaume vient de citer. Il y a par exemple Grenoble et Sfax en Tunisie. Il y a, si je prends le cas de Lyon, la métropole de Lyon avec Rabat, etc. Ceci dit, ce qui est demandé, ce n'est pas évidemment à ces collectivités d'apporter de l'argent. Ce sont les bailleurs qui ensuite vont apporter de l'argent. Mais c'est essentiellement de pouvoir permettre des échanges d'expériences, que des responsables, par exemple, de l'élaboration d'un plan de déplacement urbain, puissent expliquer comment on élabore un PDU, les contraintes que l'on rencontre, à quoi ça sert, etc. Bon, et aujourd'hui,
il faut bien le dire, nous avons en France une difficulté, ce sont les contraintes budgétaires auxquelles se heurtent beaucoup de collectivités, qui font que par rapport à il y a quelques années, on a beaucoup plus de mal à engager de nouvelles coopérations. Là où ça existe, parce qu'il s'est créé des liens, ça se poursuit généralement, mais c'est aujourd'hui très difficile de créer une nouvelle forme de coopération décentralisée. Alors, on essaye de l'élever. Dans 15 jours, d'ailleurs, au GART. Le GART, c'est l'organisme qui regroupe toutes les autorités organisatrices, régions, départements, métropoles, communes en matière de mobilité. Nous allons, avec le GART, réunir donc des collectivités pour essayer de plaider la cause de ces coopérations décentralisées. Et lors de la conférence CODATU dont je parlais tout à l'heure dans un an, nous espérons pouvoir, à cette occasion, mettre en place de nouvelles coopérations. C'est un des instruments, je crois, qu'il faut privilégier. Dire qu'à ce niveau, il y a la première chose, c'est que les universités ne relèvent pas du tout, en fait, des territoires. En fait, c'est pas, en tout cas, au Sénégal ou dans beaucoup de pays africains, avec la décentralisation, en fait, les universités, les établissements d'enseignement supérieur ne relèvent pas de compétences transférées donc au territoire. Par contre, nous avons eu beaucoup d'expériences en fait d'implication des établissements d'enseignement supérieur. Je ne veux pas dire université, parce que université c'est assez restrictif, parce que nous avons des instituts, nous avons des écoles d'ingénieurs, etc. Je préfère dire établissements d'enseignement supérieur et les collectivités locales à travers la coopération décentralisée. Souvent, pour donner un exemple, la région de Dakar, disons l'ancienne région de Dakar, et la région Île-de-France étaient en partenariat. Et assez souvent, il y a des lignes dans la convention de partenariat qui adressent en fait le développement de la coopération interuniversitaire. Et nous avons eu beaucoup de bourses de mobilité d'étudiants dans les deux sens, qui sont implémentés, exécutés par le biais de ces conventions. Et même dans le cadre des activités du campus franco-sénégalais, quand nous faisons du benchmarking pour essayer de voir des idées de projets de coopération entre établissements français et sénégalais, nous allons aussi vers les collectivités pour voir quelles sont les composantes, disons, que nous pourrions mobiliser et qui leur permettraient de pouvoir disons, matérialiser un autre niveau de partenariat entre établissements français et sénégalais. Donc c'est ça que je voulais apporter comme réponse en plus. Merci. Alors les deux questions suivantes, je pense qu'elles peuvent être traitées ensemble. Quelle mobilité pour le futur? Et puis l'autre question, le développement du vélo et des zones piétonnes dans les territoires n'est-il pas une excellente solution pour s'adapter au contexte écologique actuel? Changement climatique, limite des ressources énergétiques. Alors, il y a bien sûr là-dedans deux questions en une, la question du moyen de transport et la question de la nécessité de se déplacer, donc de la réduction du transport. Peut-être, Jérôme Oui, alors, de nouveau, le transport, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, on comprend que si on amène tout le monde hors les murs et qu'on les fait revenir le soir, on voit bien ce qu'on consomme. Alors des fois, on dit, bon, il faut aller au centre-ville et puis ces mêmes étudiants, le soir, vont hors les murs faire des loisirs, donc on n'a encore rien gagné. Donc ça veut dire qu'il faut prendre le transport dans sa globalité. Je reste persuadé que, la proximité, créer de la proximité, c'est important, et donc ça veut dire d'avoir une série de services à proximité de l'endroit où on étudie et aussi où on habite, et que je puisse aussi sortir pas loin et faire mes loisirs et tout faire dans un périmètre relativement restreint. Alors plus vous êtes restreint dans le périmètre, plus le foncier augmente et donc plus c'est difficile d'habiter dans ce périmètre qui est très animé, donc il y a
tout un phénomène assez complexe qui vient avec les transports. Et c'est pour ça qu'on va toujours à l'extérieur, parce que finalement, on fait reporter les charges de transport sur une partie sur les collectivités publiques et l'autre partie sur les étudiants eux-mêmes. Et je ne parle pas du temps passé dans les transports. Bon, bref, donc tout ça est un petit peu compliqué. Donc je pense qu'il faut, un, créer de la proximité et deux, favoriser, on a parlé du vélo, je pense que c'est une chose assez importante et qui est très culturelle, hein, parce qu'il y a des pays où il pleut beaucoup et où les gens prennent beaucoup le vélo, et il y a des pays où il pleut jamais et les gens prennent pas le vélo. Donc il y a des pays où traditionnellement on avait des vélos qu'on remplace aujourd'hui par des voitures au nom de la modernité. Donc certains pays d'Afrique et certaines villes sont des villes durables depuis des années. On est en train d'hypothéquer tout ça parce que c'est pas tellement à la mode au sud d'utiliser le vélo, alors qu'au nord ça devient de plus en plus la mode. Donc chacun cherche ce qu'il n'a pas en général, mais je pense que, alors c'est pas pour reprendre les vieux textes d'Ivan Illich des années 70, mais quand même le vélo est une solution sans doute plus que raisonnable dans un contexte de changement climatique, puisqu'on peut se déplacer relativement rapidement avec juste la force de nos membres, donc on ne pollue pas. Et donc il faut regarder globalement les choses. Promouvoir les modes doux, ça c'est très clair. Mais pour promouvoir ces modes doux, on n'a encore rien gagné si chaque week-end, c'est ce qu'on appelle l'effet barbecue, si vous faites tout à proximité, le week-end vous prenez l'avion pour aller à Marrakech, bon, on n'a encore rien gagné. Donc vraiment, il faut être un peu global là-dessus. Ce que j'économise la semaine, c'est pas pour le dépenser en énergie le week-end, puisque globalement, j'aurais rien gagné. Et donc, je pense qu'on doit aussi un petit peu réinvestiguer nos propres manières de se déplacer. Alors je parle en connaissance de cause parce que je suis chaque semaine dans un autre pays à peu près, donc je vois très bien ce que ça consomme en termes de CO2 pour aller parler de la ville durable, mais au-delà de ce cas un petit peu que je pourrais me reprocher à moi-même, au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience de nos propres usages. Et si on commence par là et qu'on commence à regarder ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, on a peut-être un levier pour commencer à comprendre et à prendre en compte une mobilité un peu plus durable que celle qu'on a jusqu'à maintenant. Juste un mot de complément pour dire qu'il y a une donnée aussi qu'il faut prendre en compte au-delà du fait que le vélo comme de nouvelles mobilités peuvent être d'une utilisation différente selon que l'on est dans les pays du Nord ou dans des pays du Sud, c'est la question de la sécurité. Oui, au vélo et à la nouvelle mobilité, à condition, je dirais, que les autorités responsables des territoires développent les équipements nécessaires pour utiliser ces modes de déplacement en toute sécurité. Hein, car surtout dans des villes du Sud, pas tant pour le vélo qui n'est pas toujours très utilisé, mais pour des deux roues motorisées, le nombre d'accidents est dans des taux malheureusement extrêmement importants et dû au fait que l'on circule sur des voiries qui sont faites pour l'automobile et absolument pas pour les deux roues. Donc c'est une donnée simplement sur laquelle je voulais insister. Ça ne peut se développer, vélo et nouvelle mobilité, qu'à condition de prévoir les pistes cyclables, par exemple, enfin tous les équipements qui sont nécessaires pour que cela se fasse en toute sécurité. Si dans les pays du Nord, en effet, même par grand froid, on utilise le vélo sans problème, c'est parce qu'il y a ces équipements en question. On est sur de véritables autoroutes cyclables, par exemple, vous le connaissez peut-être à Copenhague ou à Stockholm, donc on utilise, on peut utiliser le vélo. Quand il faut se mêler à la circulation, traverser des carrefours accidentogènes, c'est un autre problème.
Merci. Peut-être un dernier complément pour me faire l'écho de ce qui a été dit au colloque de Dakar. La représentante de l'université de Bordeaux qui travaillait sur l'économie du transport nous disait qu'en France, en 10 ans, la distance de déplacement a augmenté de 13%. Donc, c'est-à-dire que même si on adopte des modes de mobilité plus propres, tant qu'on continue d'augmenter notre distance de mobilité, ça pose quand même question, et qui parlait effectivement de la nécessité de réduire en ville la mobilité subie en rapprochant les différentes fonctions de la ville. Donc c'est ce que disait Jérôme, c'est-à-dire qu'on puisse trouver à proximité de son lieu d'habitation toutes les commodités nécessaires. Alors la dernière question, je ne pense pas qu'on aura le temps d'en prendre une dernière, en tout cas je ne suis pas sûre de bien la comprendre. Alors je vais peut-être passer la parole à la personne qui l'a posée directement, qui est Julien. Je vous laisse la poser directement, peut-être pour compléter. Comme ça? Très bien. En fait, je voulais savoir comment organiser la ville, les commerces et les services principalement, pour ne pas créer de domination dans ces domaines-là, à savoir le commerce et les services, ou que la ville soit trop orientée en direction d'un type de la population, à savoir les étudiants, ou au contraire d'autres parties de la population. Est-ce que c'est plus clair? Bon, c'est compliqué parce que c'est quasiment impossible. Donc si on laisse faire le marché foncier, c'est Londres, et puis finalement vous avez les riches au centre, et puis plus vous vous éloignez, plus vous avez les populations moins riches jusqu'à pauvres, avec chaque fois des petits îlots comme ça de pauvreté à l'intérieur de quartiers plus riches. Donc si on laisse faire totalement le système tel qu'il met en place par lui-même, on n'arrive pas à de la mixité, ça c'est sûr. Donc on est obligé d'agir clairement. Et c'est très compliqué parce qu'on peut agir par le subventionnement des logements. On peut, dans certains pays, bloquer un certain nombre de choses qui font que vous aurez accès à des logements bon marché. Mais après, les logements bon marché, est-ce que vous allez mettre des pauvres, des familles pauvres ou des colocations d'étudiants? Donc après, il faut des autres mécanismes qui permettent de gérer tout ça. Et ce qui fait qu'on se rend compte qu'on arrive à peu près pas à gérer ces questions-là, et que quand vous avez une ville estudiantine, vous aurez des étudiants qui auront pris tous les appartements et qui auront fait des colocations, et c'est très très difficile d'intervenir là-dedans. Et en plus, si vous voulez, les restaurants, tout ce qui est commerce ne dépend pas de l'État, et donc vous ne pouvez pas décréter, à moins qu'on fasse des commerces d'État, comme il y a eu dans certains pays, hein. Mais vous ne pouvez pas décréter que là, il faut le Starbucks absolument parce qu'il en manque un. Et au contraire, là, ce serait bien qu'il n'y ait pas de Starbucks parce qu'on aimerait faire un peu autre chose que juste de la consommation à tout va. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais quasiment oui, puisqu'on est dans un système où finalement, l'État, en tout cas la force publique, gère très très peu de choses, mais vraiment très peu de choses. Et même si vous mettez un certain nombre de règles pour éviter qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, après il y a la loi du marché. Alors dans certains pays ça marche mieux que d'autres, dans certains pays on respecte les règles mieux que d'autres, mais à un moment donné on voit que dans les centres-villes sont plutôt riches avec des magasins et des enseignes à haute valeur ajoutée, et plus on va vers la périphérie, plus ça devient autrement. Et si on veut contrecarrer ça, eh ben, il faut y aller au bulldozer, et je ne suis même pas sûr que les populations les plus pauvres n'ont pas du tout envie d'habiter dans les quartiers riches, et inversement. Donc la mixité telle qu'on la conçoit en sociologie est de mon point de vue un fantasme, parce que dans l'histoire longue urbaine, cette mixité, elle existe très très peu. Et simplement parce que les plus pauvres veulent avoir les enseignes qui correspondent à leur niveau de vie, et les plus riches aussi.
Et si vous mettez à côté du magasin Dior et Chanel des gens qui n'ont pas les moyens d'aller chez Dior et Chanel, ça va être très compliqué pour eux parce qu'ils devront aller hors du quartier pour acheter leurs propres habits. Et donc, je caricature bien sûr, mais en tout cas, l'apprentissage dans l'histoire longue urbaine nous montre que la mixité est plus quelque chose de fantasmé chez les élites et chez les urbanistes que dans la réalité urbaine. Je voulais, disons, apporter deux exemples donc, pour vous permettre d'appréhender un peu ce que Jérôme vient de vous dire à propos de la mixité. La nouvelle ville de Diamniadio, le pôle urbain, a été tracée. Moi, je préfère dire tracée parce que on n'a pas tous les services du pôle pour le moment disponibles. Dans le concept de mixité fonctionnelle. Alors, où justement vous avez l'essentiel des fonctions urbaines que nous pouvons avoir à l'intérieur presque d'un même espace. Mais assez rapidement, ce qui s'est passé, c'est quoi? D'abord, c'est une zone argileuse avec des surcoûts dans notamment les fondations, une majoration de moins 30% dans les coûts de fondation. Et nous avons mis une délégation générale pour justement gérer l'implantation du pôle. Et ce qui fait que tout de suite, des particuliers ne pourraient pas disposer en fait du foncier. Donc ce sont des développeurs à qui on affecte des assiettes foncières qui vont justement développer des projets immobiliers, des services. L'État construit de nouvelles sphères ministérielles, etc., des centres de conférences, des universités, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, etc. Du coup, même les étudiants, dans un premier temps, ils risquent de ne pas du tout avoir les moyens pour pouvoir loger à l'intérieur même. Ils sont obligés, en fait, de quitter leur domicile, disons, les domiciles classiques, pour rallier la nouvelle ville. Et cela, ça pose un problème. Donc, d'un concept de mixité fonctionnelle, on se retrouve avec, en fait, pratiquement une inéquité sociale. L'autre exemple, c'est avec l'université, disons, de Bambey, qui a des centres décentralisés dans des communautés rurales. Et la dernière fois, un collègue m'a raconté l'histoire qu'à chaque fin du mois, en une journée, pratiquement quand les étudiants reçoivent leur bourse, toutes les boutiques sont dévalisées. Ça veut dire que même les populations n'arrivent même pas tout à trouver en fait, les denrées de première nécessité. Et donc ça, c'est caractéristique en réalité en fait, de ce que vous venez de dire. Quand on planifie, écoutez, la mixité en tant que telle, comme vient de le dire Jérôme, c'est assez utopique. Et souvent, quand on fait la planification et qu'on a comme seul critère en fait, la mixité fonctionnelle, on risque quand même d'exclure certaines composantes, disons certaines couches sociales, donc dans cette nouvelle dynamique en fait, de planification urbaine. Voilà. Merci pour ces contributions qui seront peut-être le mot de la fin puisqu'on doit bientôt conclure. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que je peux me permettre de poser ma question, la dernière ou la toute dernière? Je suis Jean-Baptiste Binda de la Maison de la Francophonie de Lyon. Je suis honoré de la présence de notre président de l'association de la Maison de la Francophonie, Christian Philippe. Mais j'ai une petite remarque amicale à lui faire. L'Afrique, c'est un continent, ce n'est pas un pays. Favoriser un pays à un autre, ce n'est pas développer l'Afrique. C'est une petite remarque. Et je vais poser ma question
à mon frère Oumar. Est-ce que le rôle de l'université dans le développement du territoire en Afrique est-il apolitique ou bien soumis au régime en place? Alors, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre sur le temps de la table ronde et que vous pourrez peut-être avoir cet échange en marge puisqu'il est 16h30 et qu'on doit malheureusement conclure. En tout cas, merci pour cette contribution. Merci à tous pour vos questions. Merci aux intervenants. Merci au GECO d'avoir accueilli cet échange et à l'Agence universitaire de la francophonie également. Merci.